Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire handicapé s'est noyé sous les yeux de tous, jusqu'à ce qu'une femme de ménage fasse ce que personne n'osait faire. Dans la ville côtière d'Oceanside, en Californie, la vie semblait couler doucement, rythmée par le souffle régulier des vagues et le cri lointain des mouettes. Les façades des villas blanches étincelaient sous le soleil, leurs grandes baies vitrées reflétant l'océan infini. C'était un tableau idyllique où le luxe se mêlait à la sérénité, un havre que beaucoup enviaient. Mais sous cette apparente perfection, derrière ces murs bardés de sécurité et ces jardins impeccables, se cachait une réalité plus complexe, une vie où la solitude et la douleur pouvaient côtoyer le pouvoir et la richesse. Andrew Mitchell, 52 ans, incarnait cette dualité. À la fois symbole de réussite et victime du destin, il avait bâti de ses mains un empire immobilier florissant, partant de rien. Sa ténacité et son intelligence lui avaient permis de gravir les échelons dans un milieu compétitif, parfois impitoyable. Mais un accident de voiture survenu 5 ans plus tôt avait bouleversé son existence, une collision brutale l'avait laissé paralysé des jambes. Depuis, il était condamné à vivre en fauteuil roulant. Pourtant, Andrew refusait de se laisser abattre. Derrière son regard parfois dur et ses traits marqués, brûlait un feu inextinguible. Son fauteuil roulant high-tech lui donnait une autonomie relative, lui permettant de circuler dans sa somptueuse villa surplombant la mer, un palais moderne aux larges terrasses où l'air salé pénétrait chaque pièce. Mais cette indépendance était aussi une cage. Chaque jour, il ressentait avec amertume cette prison invisible, ce corps qu'il ne contrôlait plus, ces jambes qui ne répondaient plus, ce souffle captif. Tous les étés, malgré sa condition, Andrew se rendait à la plage privée du quartier, un lieu exclusif que seuls quelques privilégiés pouvaient fréquenter. Là, il retrouvait un fragment de liberté qu'il ne connaissait pas ailleurs. Dans l'eau, il était presque lui-même, sans contrainte, sans limite. La sensation de flotter lui procurait une paix fragile, une illusion de légèreté qui effaçait les murs de sa condition. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu limpide, le soleil d'été baignait la plage d'une lumière douce et dorée. Andrew était accompagné de ses 2 assistants de confiance, Mark, un homme posé dans la quarantaine, et Lisa, une jeune femme attentive et empathique. Ils étaient habitués à ses rituels et à ses fragilités. Lisa connaissait ses limites physiques, son besoin d'être soutenue, son impatience mêlée de fierté. Avec précaution, Lisa aida Andrew à sortir de sa villa. Le sable chaud sous ses pieds nus lui rappelait des souvenirs d'enfance qu'il croyait perdus. Ensemble, ils s'avancèrent vers la mer. Les vagues s'étiraient doucement, caressant le rivage, sans menace apparente. Mais sous cette surface calme se cachait un courant traître, puissant, souvent sous-estimé. Andrew entra lentement dans l'eau, chaque geste contrôlé, chaque respiration mesurée. Lisa le soutenait fermement, ses mains expertes enveloppant son torse pour le maintenir à flot. Andrew ferma les yeux un instant, s'imprégnant du bruit apaisant des vagues, du sel sur sa peau, de la fraîcheur qui contrastait avec la chaleur du soleil. Ici, il se sentait presque libre, même si son corps refusait toujours de répondre. Mais soudain, sans prévenir, une vague plus forte qu'il ne l'avait anticipé le submergea. Le courant sous-marin, puissant et invisible, l'entraîna vers le large. Andrew sentit la panique monter en lui, la peur viscérale de perdre le contrôle. Son fauteuil, même le plus sophistiqué, ne pouvait rien contre la force de la mer. Il tenta de crier, mais sa voix fut étouffée par l'eau. Sur le rivage, Mark et Lisa restèrent figés, leur cœur battant la chamade. Lisa cria, supplia, mais elle était impuissante, incapable de plonger pour le rejoindre. Autour, les rares baigneurs qui avaient profité de la plage privée observaient la scène, certains trop loin, d'autres trop hésitants. La peur, l'incertitude et la résignation les paralysaient. Personne ne voulait prendre le risque, personne n'osait s'impliquer dans un sauvetage qui semblait impossible. Le temps semblait s'arrêter. L'océan déchaînait ses forces, et Andrew, en lutte silencieuse, sombrait lentement sous la surface, alors que le monde autour de lui restait figé, incapable d'agir. Mary Johnson, 38 ans, travaillait comme femme de ménage à la résidence d'Andrew depuis plus de 3 ans. Petite, discrète, toujours souriante, elle passait souvent inaperçue, une simple employée parmi tant d'autres. Mais Mary avait un secret,
elle avait grandi près de l'océan, dans une petite ville de Louisiane, où elle avait appris à nager très jeune et s'était formée au sauvetage aquatique. Cette passion lui était restée malgré les aléas de la vie. Ce matin-là, en nettoyant la terrasse de la villa d'Andrew, elle entendit les cris étouffés. Sans réfléchir, elle posa son balai et courut vers la plage. Les assistants d'Andrew, Mark et Lisa, la regardèrent partir, figés, presque incrédules. Ils connaissaient Marie depuis plusieurs années, respectaient son sérieux et son travail, mais jamais ils ne l'avaient vue agir avec autant de détermination. La peur, pourtant palpable dans l'air, semblait glisser sur elle comme une seconde peau. Sans un regard en arrière, elle retira ses chaussures, releva ses manches, et se jeta dans l'eau froide, le regard fixé sur la silhouette d'Andrew qui se débattait au loin. La mer était traîtresse, mais Marie nageait avec puissance et rapidité, chaque coup de bras précis, appris dans son enfance sur les rives du Mississippi. Elle n'était pas une nageuse ordinaire, elle avait grandi dans un environnement où l'eau était à la fois un refuge et un danger, où chaque instant pouvait être une lutte pour la survie. Cette expérience forgeait son calme dans le chaos. À mesure qu'elle avançait, la silhouette d'Andrew devenait plus nette, son corps vacillant, ses mouvements désespérés. Il commençait à perdre conscience, ses yeux perdus dans un vide glacé. Sans hésiter, Marie se glissa sous lui, le soutint fermement, entourant son torse de ses bras solides, partageant sa chaleur et sa force. Le retour vers le rivage fut une bataille contre la force des vagues et du courant. Chaque mètre gagné semblait être une victoire, mais aussi un défi. Sur le sable, Mark et Lisa se précipitèrent, le cœur lourd, honteux de leur immobilisme. Lisa, la voix tremblante, appela les secours, tandis que Mark tentait d'ouvrir la bouche d'Andrew pour lui permettre de respirer. Enfin, Marie parvint au bord de l'eau. Sans perdre une seconde, elle posa Andrew au sol, vérifia son pouls, et commença à lui pratiquer les gestes de premier secours qu'elle avait appris lors d'une formation organisée par une association locale. Bouche à bouche, massage cardiaque, elle insuffla à Andrew la force de reprendre son souffle, de se battre contre la mort qui voulait l'emporter. Les minutes s'étiraient, lourdes, tandis que la vie revenait lentement dans les yeux d'Andrew. Quand il ouvrit enfin les paupières, il croisa le regard de Marie, une lueur de gratitude mêlée à la reconnaissance silencieuse d'un homme qui avait frôlé la faim. Quelques instants plus tard, les secours arrivèrent en trombe. Andrew fut transporté d'urgence à l'hôpital, où il resta plusieurs jours en observation, sous haute surveillance. La nouvelle se répandit vite dans la presse locale, un millionnaire paralysé sauvé d'une noyade par une femme de ménage. L'histoire fit le tour de la ville, déclenchant une vague d'émotions, mêlée d'admiration et de surprise. Beaucoup s'interrogèrent sur l'indifférence générale qui avait précédé le sauvetage, et sur ce courage inattendu venu de l'endroit le plus humble. Pour Marie, tout cela était presque irréel. Elle resta humble, silencieuse face aux projecteurs et aux interviews. Elle ne cherchait ni gloire, ni récompense. Ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait parce qu'elle le devait, parce que c'était la seule chose humaine à faire face à une vie en danger. Cette reconnaissance, pourtant, la toucha profondément. Elle sentit que, ce jour-là, son geste avait brisé bien plus qu'un silence, celui d'une communauté figée par la peur, par la hiérarchie sociale, et par l'habitude du regard distrait. Marqué profondément par cette expérience qui avait frôlé la mort, Andrew Mitchell ressentit un bouleversement intérieur qu'il ne pouvait ignorer. Ce moment où sa vie avait basculé, sauvé par une femme qu'il avait longtemps considérée comme « simple employée », lui fit revoir toutes ses priorités. Il comprit à quel point la richesse matérielle ne suffisait pas à combler le vide du cœur ni à créer un véritable lien humain. Dans les semaines qui suivirent son retour à la maison, Andrew convoqua Marie dans son bureau, un vaste espace baigné de lumière avec vue sur l'océan. Son regard était empreint d'une sincérité nouvelle, mêlée à une certaine humilité qu'il avait longtemps refoulée. « Marie, dit-il d'une voix calme, ce que tu as fait ce jour-là. Ce n'était pas juste un acte de courage. C'est un rappel pour moi, et pour tous ceux qui travaillent ici, que la vie humaine est notre bien le plus précieux. Je veux que tu sois responsable de la sécurité et des formations au sauvetage pour tous ceux qui œuvrent dans mes propriétés. Je veux que personne ne soit jamais laissé sans aide. » Marie, surprise et émue, accepta cette proposition avec gratitude. Elle ne s'était jamais imaginée occuper un tel rôle, mais elle sentait au fond d'elle que c'était une mission qui donnait un sens nouveau à sa vie.
Mais Andrew ne s'arrêta pas là. Il créa aussi une fondation philanthropique dédiée à la prévention des noyades et à l'accès gratuit aux formations de sauvetage aquatique pour les jeunes défavorisés d'Océanside. Cette fondation avait pour but de transmettre un savoir vital, surtout dans une ville bordée par l'océan, où la mer pouvait être aussi belle que dangereuse. Grâce à ce programme, des centaines de jeunes, issus de quartiers modestes, purent apprendre à nager, à se protéger et à aider les autres. Marie devint une ambassadrice de cette cause, témoignant lors de conférences, dans les écoles et les centres communautaires. Avec passion, elle rappelait que le courage, la solidarité et la volonté de faire le bien étaient des forces bien plus puissantes que n'importe quelle richesse ou statut social. Son histoire inspira de nombreuses personnes à dépasser leurs peurs, leurs préjugés et à s'engager pour leur communauté. Elle devint une figure respectée, non seulement comme femme de ménage devenue héroïne, mais comme une porteuse d'espoir et de changement. Andrew, de son côté, trouva dans cette transformation personnelle une nouvelle paix intérieure. Réconcilié avec son handicap, il se rapprocha des gens, partageant plus souvent son temps et ses ressources. Il s'impliqua dans des projets sociaux, créant des espaces accessibles pour les personnes à mobilité réduite, et devenant un défenseur de l'inclusion. Des années plus tard, lors d'une cérémonie publique organisée par la ville d'Océanside, un parterre de citoyens, d'élus et de jeunes bénéficiaires de la fondation se rassemblèrent sur la grande place centrale. Ce jour-là, Andrew Mitchell et Mary Johnson furent décorés ensemble pour leur engagement exceptionnel envers la communauté. Sur scène, côte à côte, ils incarnèrent l'unité de deux mondes autrefois éloignés, unis désormais par un acte de bravoure et d'humanité. Le millionnaire et la femme de ménage, le symbole que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses possessions, mais à la profondeur de son cœur et à la force de ses actes. Dans les regards échangés, dans les applaudissements qui résonnaient sous le ciel azur, il y avait plus qu'une simple récompense, il y avait l'espoir d'un monde où chacun, quel que soit son statut, pouvait faire la différence.